Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. On va démarrer d'abord avec notre focus. Il fait vibrer la nouvelle génération sur Internet. Sofiane Boudouni est une figure montante de YouTube en France. Passionné par la pop culture, le cinéma, les séries aussi, il partage sa passion du 7e art sur Internet et c'est ça même, vous allez le voir, à la réalisation de certains courts-métrages. Il est notre influenceur du jour et on découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler? De l'exercice de la copie, mais alors pas celui des copieurs, non, celui des copistes, célébré aujourd'hui dans le cadre d'une collaboration, dans une exposition en collaboration avec le Centre Pompidou-Metz et le Musée du Louvre. On en parle tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis c'est notre sujet du jour. Des milliers de jeunes cherchent leur voie, mais la question c'est comment s'orienter. Évidemment quand 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Pendant ce temps, 30 000 postes en cybersécurité restent vacants en France. Ben oui, alors comment justement former à l'invisible, au futur et puis à ce qui pourrait bien être essentiel? On en parle avec notre invité aujourd'hui. Il est expert de ces sujets. Il s'appelle Yoël Torjman. Bonjour Yoël. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Très content de vous recevoir. Vous êtes le CEO de Data Scientist. On en parle avec vous dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, dans Focus, cap sur l'univers d'un amoureux de cinéma pas comme les autres. Il s'appelle Sofiane et il détourne les grands classiques à sa sauce. Il fait rire par ailleurs des millions d'internautes. Doublage parodique, analyse décalée et amour du 7e art. Vous allez le découvrir. Il est notre Focus du jour, signé Dylan Coller. All right, c'est parti. Allez, on fait un tour du côté du 7e art avec Sofiane, de son vrai nom Sofiane Boudouni, le cinéphile ultra connecté du YouTube francophone. Depuis la création de sa chaîne en 2012, Sofiane partage sa passion. Acteur, réalisateur et vidéaste, ce Nîmois de 30 ans sait de quoi il parle. Depuis tout jeune, il s'exprime aussi bien devant que derrière la caméra. Mais c'est à la suite d'un concept novateur qu'il se fait vraiment connaître. Revisiter les grands classiques du cinéma avec des doublages complètement décalés. Résultat, des millions de vues, des fous rires et une communauté fidèle. Aujourd'hui, on va doubler avec Seb. Attends, faut que je explique le concept. Ah, pour tous ceux qui n'ont jamais vu ça? Mais oui. Ah, ouais, vas-y. Le concept, il est très simple. On va prendre le film, on va couper le son et on va doubler par-dessus, mais en impro. Rien n'est préparé, rien n'est écrit. Donc on va dire un peu des bêtises. Pardonnez-nous pour ça. Après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais Harry Potter 4 de la même manière. Et... Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Désolé. Fallait pas, faut partir. Avec plus de 2 300 000 abonnés à ce jour, des collaborations avec les grands noms du web et une énergie débordante, Sofiane est définitivement le prof de cinéma que l'on rêverait tous d'avoir. Mais attention, son contenu se veut également bien plus instructif. Une grande majorité de ses vidéos est également dédiée à la technique. Il décortique les effets spéciaux, explique les bruitages, démonte les clichés hollywoodiens, le tout avec clarté et beaucoup d'autodérision. Et pour garder le lien avec sa communauté, des tournois interactifs de films et personnages cultes. À vous de voter, à lui de les commenter. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier duel. On est au premier tour et au premier tour, on retrouve deux acteurs incroyables. Ça commence très fort. Brad Pitt qui tombe face à Al Pacino. Mais non. Brad Pitt, Al Pacino. En vrai, est-ce qu'il y a vraiment débat? Bah si, il y a débat quand même, il y a débat de ouf. Brad Pitt, gros. Ouais, Brad Pitt, mais bon, Al Pacino, la légende. Al Pacino, Serpico, Le Parrain. Moi, je dirais Al Pacino. Les amis, vous avez voté et en effet, vous avez préféré Brad Pitt. Mais non. Putain, Brad Pitt, waouh. Vous l'aurez compris, avec Sofiane, le cinéma devient une affaire sérieuse. Alors si vous aimez les films, les fous rires et les formats malins, vous avez trouvé la personne à suivre pour découvrir le vaste monde du cinéma comme vous ne l'avez jamais vu. Allez, notre sujet du jour maintenant. Peut-on encore rêver d'un métier d'avenir quand le monde et ses opportunités changent tous les jours? Oui, entre IA, cybersécurité, données, automatisation, que doit-on désormais transmettre aux jeunes pour qu'ils soient prêts? Alors aujourd'hui, on va prendre un temps d'avance, en tout cas essayer de le faire avec un expert de la formation au métier de demain. Il s'appelle Yoël Torjman. Il est notre invité aujourd'hui et on démarre tout de suite dans la première partie du talk.
Merci encore, Yoël, d'être parmi nous aujourd'hui. On part pour une nouvelle émission, effectivement, sur ces métiers d'avenir, ce que va offrir le monde et ces opportunités, justement, aux jeunes qui arrivent aujourd'hui et demain sur le marché du travail, qui est un marché du travail qui est en pleine mutation, qui n'est pas forcément facile aussi, où il y a des métiers qui recrutent et puis d'autres beaucoup moins, et on a du mal parfois à comprendre tout ça. On va essayer d'y voir en tout cas un petit peu plus clair avec vous aujourd'hui. D'abord, on va peut-être poser le cadre. Data Scientist, on vous a reçu il y a quelques semaines par le biais de votre cofondateur, de votre associé. Pour celles et ceux qui n'ont pas forcément regardé l'émission, qu'est-ce que c'est, quelle est votre mission? Très bien. Alors Data Scientist, c'est tout simplement aujourd'hui le leader européen de la formation à la tech. Donc on va intervenir principalement dans la formation des collaborateurs de grands groupes ou des particuliers désireux de se former sur ces métiers-là. Et puis depuis un certain temps, on a également ouvert tout cela à des plus jeunes. Alors on s'adresse minimum à des Bac+2. Puisqu'effectivement, donc, on n'adresse qu'à des préparations, à des niveaux Bac+3 et Bac+5. Merci. Alors c'est vrai que je l'ai dit en introduction, le monde du travail il évolue très vite. Selon vous, à quoi ressemblera le marché de l'emploi dans 5, 10, 15 ans? Quelle projection vous nous faites? Alors, ce qui est certain, c'est que même si à date, on voit tout de même un certain ralentissement, enfin, aujourd'hui, on voit tout de même qu'il y a quand même, on va dire, un certain frein ou une certaine baisse du recrutement des jeunes cadres. J'insiste sur les jeunes parce qu'il y a une difficulté quand même d'insertion des jeunes actuellement. Il n'empêche qu'il y a tout un tas d'opportunités aujourd'hui qui est permis grâce aux nouvelles ruptures actuelles. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir quand même de super opportunités à aller chercher. Notamment dans les métiers de la tech, de l'intelligence artificielle, qui sont quand même votre expertise. Bien évidemment. Donc, aujourd'hui, on peut parler déjà avant toute chose des opportunités dans l'IA. L'IA qui aujourd'hui va être un vrai moteur de la croissance mondiale sur les prochaines années. Ça, c'est le premier point. Secondo, ensuite, on voit également une réindustrialisation peut-être un peu plus verte qu'elle ne l'était il y a quelques années. Et donc là, il va y avoir également tout un tas d'opportunités à les capter. Et enfin, bien évidemment, tous les sujets qui sont déjà apparus il y a quelques années autour de la data, autour de la cyber, d'automatisation, qui vont être des sujets captivants. Ça, c'est pour tout ce qui va plutôt bien et pour les métiers qui vont continuer à recruter. Est-ce que demain, il y aura encore des chroniqueurs, des journalistes, d'autres métiers aussi? Est-ce que vous remarquez ou vous pensez que certains métiers vont disparaître? Alors, ce qui est certain, c'est que les métiers, on va dire, ou tout simplement les tâches qui seront, on va dire, à faible valeur ajoutée vont disparaître d'une certaine façon. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait de réelle disparition de métiers. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir, on va dire, un tel gain de productivité qu'on aura peut-être besoin d'un peu moins de profils autour peut-être de la créa, autour peut-être de chargés de communication. On va dire ces métiers-là qui, au final, vont connaître et connaissent déjà des gains de productivité substantiels, mais il n'empêche que l'humain sera toujours là. L'humain pour sa créativité, l'humain pour... Est-ce qu'on va enfin pouvoir se reposer ou est-ce qu'on va mourir de faim? Alors, je pense que déjà, donc, ce qui est certain, c'est qu'on espère tout de même que la société et que les entreprises seront tout de même vigilantes sur le bien-être quand même de tout un chacun, et que le partage de richesse sera juste, ça c'est certain. On peut toujours espérer. Mais il n'empêche que tout de même, face à ce gain de productivité, eh bien, va falloir, les entreprises, bien évidemment, dans leur objectif de création de richesse, vont devoir s'atteler à créer d'autres emplois, à proposer en tout cas des alternatives pour les profils qui auront connu, on va dire, des gains de productivité importants, plutôt des coupes importantes. Donc l'intelligence artificielle, l'automatisation aussi des tâches, on en parle beaucoup. Pour qu'on soit très clair, pour celles et ceux peut-être qui nous regardent aussi, évidemment, qui sont jeunes et qui sont derrière leur écran en disant j'arrive sur le marché du travail, comment ça va se passer? Est-ce que ça, c'est une opportunité ou plutôt une menace pour eux qui arrivent sur le marché du travail? J'ai plutôt tendance à vous entendre sur une opportunité. Effectivement, je pense que dans toute rupture, et on ne va pas parler d'une crise, on va parler plutôt d'une opportunité. Ce qui est certain, c'est que dans toute rupture en tant que telle, il y a des opportunités à les capter. Alors, quelles sont les armes aujourd'hui, on va dire, quelles sont les armes avec lesquelles les jeunes doivent venir pour se préparer effectivement aux prochaines ruptures? Ce qui est certain, c'est, voilà, donc le gouvernement l'a déjà dit, c'est vraiment le niveau en sciences. Donc les sciences, ça va être quand même le passeport. Le passeport qui va permettre de s'assurer
qu'on sera en capacité à venir appréhender des nouvelles notions, à venir réappliquer ces sciences théoriques vers d'autres domaines, et ainsi de suite. Et donc ça, je pense honnêtement qu'il n'y a pas meilleur conseil que, on va dire, de renforcer un maximum son niveau en sciences avant de pouvoir effectivement rentrer dans la vie active. Donc vous invitez tous les jeunes, notamment les jeunes filles aussi, à embrasser ces carrières-là, scientifiques, et à leur dire mais les sciences, c'est aussi fait pour vous. C'est clair, c'est clair. Alors après, c'est vrai que le gouvernement, enfin tout le monde a entendu parler de la news il y a à peu près un mois où Elisabeth Borne a dit que actuellement il n'y a que 43%, il me semble, des jeunes filles qui choisissent la spécialité mathématique en terminale et son objectif c'est de passer de 43 à 50. Mais je pense que ça reste tout de même insuffisant comme réponse. Pourquoi? Tout bonnement parce qu'on voit qu'il y a 43% de femmes qui font une spé maths et pour autant on a selon les années entre 25 et 30% seulement des femmes qui choisissent ensuite un métier dans l'ingénierie. Donc, ce qui est évident, c'est que ça va gommer peut-être un peu plus le delta entre les hommes et les femmes. Parce qu'on sait tous qu'il y a un manque criant, on va dire, d'ingénieurs en France, où là, on pourra revenir là-dessus. Mais il n'empêche qu'il faudra proposer ensuite d'autres réponses. Mais bon. Est-ce qu'on peut continuer à parler de cybersécurité sans parler de géopolitique? Un sujet actuel aussi, ça. C'est clair. Alors, cybersécurité, donc encore une fois, donc, la cybersécurité, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un métier qui recrute vachement. Et c'est un métier, il n'empêche, pour lesquels il y a une offre en tout cas de jeunes formés à disposition du marché vachement insuffisante. Moi j'ai une question, est-ce que la protection des données personnelles fait partie de la cybersécurité? Et comment vous interprétez le fait que les smartphones commencent à proposer et à en faire la publicité justement une protection des données? Alors, ce qui est clair, c'est que le sujet de la protection des données est un sujet, on va dire, connexe, bien évidemment, à la cybersécurité. Mais il n'est pas, on va dire, exclusivement dans la cybersécurité. Il y a également, on va dire, ce sujet de la RGPD va également concerner toutes les spécialités autour de la data. Donc les ingénieurs qui vont travailler sur l'analyse de données. Maintenant, si on revient effectivement sur le sujet de la cybersécurité, donc aujourd'hui, vous en parliez tout à l'heure, il y a un manque criant aujourd'hui d'ingénieurs en cyber en France. Et les jeunes pensent malheureusement à tort que bosser dans la cyber, c'est mettre une capuche et boire du Red Bull et veiller toute la nuit. C'est pas du tout cela. La cyber, avant toute chose, on va distinguer deux typologies de métiers dans la cybersécurité. Les métiers tech, les métiers qui vont exiger des compétences scientifiques importantes, et les métiers ensuite qui vont être plutôt autour de la cybersécurité organisationnelle, gouvernance organisationnelle. Donc, dans tout ce qui va être tech, il faut des grosses bases en réseau, il faut des bases quand même en informatique, avant toute chose. Bien sûr. Si on n'a pas de base en réseau, si on ne comprend pas, on va dire, les sous-jacents, on ne va pas pouvoir y arriver. Et puis ensuite, dans tout ce qui va être gouvernance organisationnelle, il faut une bonne expression, il faut des bonnes aptitudes, en tout cas, de compréhension de textes de loi. Il faut pouvoir bien comprendre les contraintes et enjeux d'un processus métier pour ensuite, effectivement, s'assurer que chacun des process métiers soit en phase avec les exigences de la cyber. Donc, cette deuxième typologie de métier, ça peut également intéresser des littéraires. Tout à fait. Donc, clairement, la cybersécurité, il y a beaucoup d'opportunités. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est pas réservé aux geeks. C'est pas forcément réservé également à des profils, on va dire, qui se sentiraient pas à l'aise a priori. Donc c'est un vrai terrain d'opportunité. Pas forcément de boire du soda et d'avoir une capuche, pas forcément d'avoir besoin de tout ça pour être expert en cybersécurité aujourd'hui. On va continuer à en parler en tout cas avec vous dans un instant parce que c'est un sujet effectivement important. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Avant justement, images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
retour sur le plateau et toujours en compagnie de notre invité aujourd'hui, Yoël Torgeman, CEO de Data Scientist. Yoël, on va continuer à échanger ensemble dans un instant sur ces fameux et importants métiers de la cybersécurité notamment. Juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui vous allez nous parler d'une exposition faite par le musée du Louvre et le centre Pompidou-Metz. Son titre Copiste vient du fait que les artistes contemporains ont interprété à leur manière des œuvres de la collection du Louvre. De la collection. Collection. Oui. Jeunes gens, revoyez votre copie, notamment aux Philippines. Cela pourrait être le slogan de cette exposition qui a proposé à 100 artistes vivants la règle du jeu suivante. Choisissez une œuvre des collections du Louvre qui compte pour vous et copiez-la à votre manière selon ce qui vous semble juste aujourd'hui. Alors y ont répondu des artistes connus de l'art contemporain qui ont interprété les chefs-d'œuvre du Louvre. Ici la victoire de Samothrace, renommé Samo Chaos. D'autres, Jeff Koons par exemple, sont allés explorer le département des Antiques. D'autres grands noms encore, comme Martial Raïs, comme Robert Combas, mais aussi des artistes plus émergents, les plus jeunes étant nés dans les années 1990. Chacun a donc respecté l'exercice, faisant le choix cornélien, il faut bien le dire, d'un objet au sein des collections du plus grand musée du monde. Alors on se dit que ce thème de la copie au Louvre tombe sous le sens. Je me souviens effectivement de ces étudiants notamment qui, devant des œuvres, se mettent avec leur chevalet devant les œuvres du passé à peindre, etc. C'est pas quelque chose de nouveau aussi ? Non, absolument. Le musée du Louvre est, dès ses origines, le lieu des artistes. Il faut dire que pendant la Révolution française, en 1793, il est devenu musée, et donc le pouvoir s'est installé avant à Versailles avec Louis XIV, Louis XV, ensuite Louis XVI. Et bref, il a toujours accueilli de nombreux artistes. Alors, on a vu en deuxième image une œuvre de Hubert Robert. Lui, il faisait une sorte de dystopie d'un Louvre en ruine après je ne sais quel apocalypse. Il était, à l'époque, responsable du département des peintures au Louvre. Et donc, dès son ouverture, le Louvre possède un bureau des copistes. Et c'est le dernier des musées au monde à posséder un tel bureau. Et donc, il est, selon les mots du peintre Paul Cézanne, ce grand livre où les artistes ont appris à lire, et ce, pendant plus de 200 ans. Alors, vous le dites, plus de 200 ans ont passé, Jeanne. Comment les artistes contemporains s'emparent aujourd'hui, effectivement, de cette pratique qui peut sembler un petit peu datée, notamment à l'ère des appareils photo et des scans 3D. Alors, ils explorent les 50 nuances de la copie, de la plus pure répétition à l'interprétation la plus libre. Alors, Jeff Koons, qu'on évoquait tout à l'heure, lui, il a misé sur une reproduction en plâtre de l'hermaphrodite endormi, sculpture romaine elle-même, réplique en marbre d'une sculpture grecque en bronze, en tout cas probablement. Alors, lui, il va parer donc cette sculpture d'un mi-homme, mi-femme, avec ces boules réfléchissantes qui font écho à ce qu'on appelle les gazing balls. Alors, on ne connaît pas ça en France, mais en fait, ce sont des espèces de boules miroitantes qu'il y avait dans les jardins américains dans les années 60-70, et c'était très kitsch. Donc, évidemment, Kunsch, à chaque fois, il joue avec la haute culture et le kitsch ou le mauvais goût domestique, jusqu'à des réinterprétations qui sont vraiment complètement abstraites. On peut notamment citer l'œuvre de Fabienne Verdier, qui reprend une annonciation du peintre hollandais Van der Weyden. Alors, on reconnaît la fenêtre avec son motif de croix. La femme devant, c'est une femme, c'est pas la toile. On reconnaît la fenêtre. À gauche, la spiritualité incarnée par l'ange devient un or qui s'oppose au rouge du baldaquin, qui, lui, devient un symbole de danger et peut-être de perte de virginité non forcément consentie. Je ne sais pas ce qu'en penserait Marie. On lui posera la question. Effectivement, est-ce que dans les choix, il n'y a plus rien qui va, vivement la fin de la saison. Dans les choix effectués par les artistes, certaines problématiques saillent plus que d'autres. Évidemment, parce que représenter, regarder le passé et celui de l'art, c'est interroger une histoire du regard, c'est interroger une histoire des représentations. Alors, beaucoup d'artistes, notamment des artistes femmes, sont allés se balader au Louvre en se demandant un peu quelle est leur place à elles. Faut savoir quand même que sur 35 000 œuvres exposées, combien sont signées par des femmes, à votre avis ? On va encore être déçus. Moins de 10%. Moins de 10%, vous dites ? 35, à peu près. Enfin, une trentaine en tout cas. Une trentaine sur 35 000 œuvres. Bref.
Donc des artistes comme Madeleine Roger-Lacan, la petite fille du psychanalyste Jacques Lacan, eh bien, ont décidé d'inverser la tendance. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elle a fait notamment? Elle a fait une œuvre intitulée Le bain de minuit. Elle s'est inspirée du bain turc d'Ingres, cet œil de bœuf scrutant des femmes au harem lui interdit aux hommes, double fantasme donc du lointain oriental et pulsion scopique du voyeur, en remplaçant ces corps par des corps masculins dans une sorte de pool party un peu décadente et homo-érotique. Il faut savoir qu'il a fallu attendre 1897 pour que les artistes femmes n'aient officiellement accès au modèle vivant masculin dans les académies publiques, ce qui explique forcément l'absence de ces nus masculins dans l'histoire de l'art et la présence totalement supérieure des nus féminins. Bien sûr. Alors pourquoi cette exposition aujourd'hui, Jeanne ? Eh bien, bonne question. Ce choix de la copie aujourd'hui n'est pas un hasard, me semble-t-il. À l'heure de ChatGPT, évidemment, la copie est un risque plus palpable que jamais. Mais alors, là où elle est un danger, peut-être pourrait-on l'envisager comme une opportunité, comme une solution. La copie, ici, elle entend faire suite à une économie de la table rase, à une économie de la table rase qui a dominé l'art du XXe siècle. Je veux parler notamment de Johan Biro qui dit « Je veux assassiner le peintre » ou alors « La peinture est périmé depuis longtemps et le peintre lui-même n'est qu'un préjugé du passé », clamait Malevich. Marcel Duchamp invente lui l'anti-peinture et crie au monde que la peinture est morte. Bref, cette glorification du nouveau, elle est aussi celle qui a présidé à la volonté d'hommes nouveaux qui a conduit, on le sait, à ces deux guerres mondiales du XXe siècle, le refus du passé en tout cas. Il s'intègre dans une logique du jetable aussi, qui est peut-être pas la bonne logique, et dans une volonté de détruire plutôt que de reconstruire, plutôt que de suivre les pas de l'autre, plutôt que de se mettre en relation. En somme, ce qui, à mon avis, est un symbole et un questionnement qui est important aujourd'hui et qui est sous-jacent à cette exposition du Louvre. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Jeanne. Les copistes au programme de cette chronique. Merci beaucoup. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Deuxième partie du talk avec notre invité Yoël Torjman. Je rappelle que vous êtes le CEO de Data Scientist. Alors on va continuer à parler des sujets de l'intelligence artificielle, des métiers de demain, de l'orientation, de la cybersécurité aussi. Tout ça, ça fait un certain nombre de sujets. On parlait juste avant de passer à la chronique de Jeanne Dreyfus de ces métiers justement de la cybersécurité, l'importance aussi de la géopolitique dont on parle évidemment beaucoup ces derniers temps, ces derniers jours notamment, des attaques numériques aujourd'hui auxquels on peut être confronté. On se pose évidemment une question au regard de tout ce qu'on vit en ce moment, au regard de tout ce qu'on regarde aussi se passer dans le monde. Est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer la cybersécurité dès le plus jeune âge dans les programmes scolaires? Est-ce que ça fait partie des choses pour lesquelles vous militez? Alors, intégrer la cybersécurité en tant que telle, on va dire dès le plus jeune âge, c'est-à-dire collège, lycée ou autre, je pense que ça paraît pas forcément, on va dire, la meilleure des idées. Ce qui me paraît en tout cas plus intéressant, ce serait peut-être mettre en lumière chacune des nouvelles notions qu'on va appréhender en maths, en informatique ou que sais-je, autour de problématiques actuelles. Typiquement autour de la cybersécurité, par exemple. Donc, je prends des exemples assez bateaux, mais lorsqu'on va apprendre, je ne sais pas, une régression linéaire, par exemple, en mathématiques, expliquer... Bon, c'est assez basique une régression linéaire, mais bon. pas pour Jeanne et moi. Nous, on sait juste faire 50% dans les soldes. Première terminale, mais bon, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on va appréhender une notion en maths ou autre, eh bien, on va apprendre que pas mal de modèles prédictifs utilisent cette typologie de modèles mathématiques qui sont hyper simples, qui sont au niveau peut-être première. On a perdu Jeanne. Elle est partie très loin. Excusez-moi, j'avais cette question. Ce lion en logo. Alors, ce lion en tant que tel, eh bien, c'est un sphinx. En réalité. C'est une bonne historienne de l'art que je suis. C'est pas grave. On vous emmène. D'autres que c'est un taureau ailé, mais bon, il n'empêche qu'on va dire que ça va être le gardien du savoir. Et donc, voilà, c'était un... Ah, mais c'est babylonien. Effectivement, c'est babylonien. Oui, pardon, j'avais mal vu. Ça y est, on la retrouve sur le droit chemin de l'histoire de l'art. Merci beaucoup, Jeanne. Alors, intégrer la cybersécurité dans les programmes scolaires, on a compris en tout cas qu'il y a des manières de le faire et de parler du numérique et de la sensibilisation, en tout cas, aux dangers du monde digital pour les enfants. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le public français, le grand public a pris conscience de l'importance de protéger ses données personnelles? Le RGPD y est peut-être pour quelque chose, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a une véritable sensibilisation du public français sur ces enjeux-là?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit tout de même que les gens savent ce qu'est tout de même l'usage des données personnelles. Tout le monde a entendu parler de la mise à jour WhatsApp. D'ailleurs, il y a plein d'ensuite de messages, certains véridiques et d'autres du bullshit, d'une certaine façon, qui parlaient des WhatsApp qui seraient exploités pour ensuite faire des publicités plus ciblées, ainsi de suite. Idem ensuite, tout le monde est au courant que lorsqu'on reçoit un mail sur notre boîte Gmail ou Outlook ou que sais-je, et bien ensuite on a des mails sponsorisés d'une certaine façon. Donc l'usage de nos données personnelles, aujourd'hui on le vit au quotidien et je pense que toute personne éclairée s'aperçoit que nos données sont exploitées. La difficulté, c'est que j'estime qu'il y a tout de même, certainement en tout cas, une vigilance qui commence à être présente quand même sur le RGPD. De plus en plus de candidats qui un beau jour avaient postulé en telle ou telle entreprise, eh bien, disent possible de supprimer mes données personnelles, ainsi de suite. Mais à côté de cela, on voit tout de même une vraie négligence ou un vrai manque de sensibilité sur la protection des mots de passe, typiquement. C'est ça. Ou sur la sécurisation, on va dire, de nos données les plus sensibles, d'une certaine façon. Est-ce que les VPN protègent des cyberattaques? Pas forcément, non. Non. Il y a encore un peu de sensibilisation justement à faire sur ces sujets. Effectivement, je pense que développer un peu plus une culture des risques cyber associés avec des cybergames, avec en réalité des petits films en mode catastrophe qui peut découler d'une petite manipulation, eh bien c'est des choses en l'occurrence qui fonctionnent très fort. On voit beaucoup dans le monde des entreprises, on envoie des faux mails, découvrez les meilleurs salaires de la banque et tout le monde clique, etc., etc. Je voulais vous demander comment est-ce qu'ils font les cyber-terroristes ou les cyber-pirates pour pirater nos mots de passe? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est avec des stratégies parfois assez simples. C'est-à-dire que typiquement, ça va être on va provoquer la faute humaine. Souvent, en réalité, le risque premier, on va dire, d'une cyberattaque, etc., assez souvent la brèche va être issue d'un humain. On a entendu parler d'un employé Adecco, il y a quelques jours on en a parlé, qui avait revendu son accès à son PC, tout simplement. Et il en a découlé ensuite une perte de données et d'informations. Alors tout ça, ça pose une question aussi centrale, c'est quels sont les métiers en 2030, quand on sait que, selon France Travail, 80% de ces métiers-là n'existent pas encore. Quels sont les métiers qui vont devenir importants, essentiels même, et auxquels aujourd'hui les jeunes peuvent se former? C'est les métiers de la cybersécurité, c'est les métiers du digital, c'est les métiers de l'intelligence artificielle, tout ça, parce que ce sont des métiers qui recrutent aujourd'hui. J'avais les chiffres, 30 000, je crois, on recrute plus de 30 000 ingénieurs encore 30 000 postes en cybersécurité pourraient rester vacants en France d'ici fin 2025. C'est énorme alors qu'on parle d'une priorité qui est quand même nationale et au-delà de ça internationale. Effectivement, donc on en parlait déjà tout à l'heure dans la première partie du talk. Ce qui est certain, c'est que ces métiers, on n'a pas forcément besoin de profil que technique, parce que si on se dit il faut forcément être très très bon en sciences, on met de côté ensuite tout un pan des jeunes qui en réalité font encore des allergies lorsqu'ils parlent de maths et ainsi de suite. Donc ça, c'est clair. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'on a quand même tout un tas de métiers qui requièrent des compétences, on va dire, technico-fonctionnelles. Donc on n'a pas forcément besoin d'un niveau technique extrêmement important. Les métiers, tous ces métiers-là ont systématiquement, on va dire, un pan assez fonctionnel, qui requiert, on va dire, une bonne aisance dans la communication, une bonne aisance également dans la compréhension métier, une bonne compréhension des enjeux métiers pour ensuite rédiger les bons cahiers des charges, etc., etc. Donc il y a déjà, je pense, cet aspect-là qui est important. Et puis après, ce que j'ai envie de dire, c'est certainement que ces métiers sont encore vachement méconnus du côté des jeunes. Déjà du côté des jeunes au global, et particulièrement de la gente féminine qui se dit c'est des métiers réservés aux mecs, donc c'est pas possible, etc., etc. On ne le répétera jamais assez, bien sûr, que ces métiers sont aussi ouverts à elles. Et puis bien sûr, ça te pose d'autres questions, notamment faut-il réinventer la notion de carrière à l'heure où les métiers évoluent tous les 3 à 5 ans? Ça, ce sont des questions qu'on pourrait se poser encore ensemble, Yoël Torjman, pendant longtemps. Il va falloir qu'on mette fin
à l'émission. Avec plaisir. Désolée, mais en tout cas, c'était un immense plaisir Merci de à vous. vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le CEO de cette entreprise qui s'appelle Data Scientist. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous. Je vous en prie, sachez que ce symbole que vous utilisez, ce logo est visible, l'original est visible au Louvre, dans les Antiquités orientales. Et ben voilà. Effectivement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain, toujours à 12h30, toujours sur School TV. Bonne journée, ciao. Merci.